Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, quatrième sujet de ce cours, donc porte sur les parts sociales. Voilà, donc je vous rappelle que dans une société civile en particulier, les associés font des apports, donc et en rémunération de leurs apports, ils reçoivent donc une partie du capital social qui représente une partie de la propriété et des droits et obligations attachés à la qualité d'associé. Et on appelle ça des parts sociales. Voilà, donc on va d'abord voir quels sont les droits et obligations qui sont liés aux parts sociales. Ensuite, on va voir une question qui est tout à fait essentielle dans la société civile, hein, qui est une société plutôt fermée. Et cette question, c'est donc celle des clauses statutaires relatives aux cessions. Et puis, de manière annexe et un peu accessoire, dans une troisième partie, nous regarderons si ces parts sociales doivent nécessairement toutes donner les mêmes droits et obligations, ou est-ce qu'on peut différencier et créer des parts de catégories différentes dans la société civile, un petit peu comme dans les SAS ou les SA, où on va créer des actions de préférence. Alors, rapidement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de spécificités s'agissant des SCI, quels sont les droits et obligations liés aux parts sociales? Voilà, donc quand on fait un apport en société, on reçoit des parts sociales, on devient donc associé. Voilà, ces parts sociales sont des biens meubles, hein, sont des biens incorporels qui sont en principe fongibles, c'est-à-dire qui sont des choses de genre, sauf que dans l'immense majorité des SCI, les parts sociales sont numérotées, donc ça les rend à ce moment-là non fongibles, hein. On peut avoir un registre des associés, hein, bien sûr, hein, c'est même quelque chose qu'on constate souvent dans les SCI d'une certaine taille. Donc, il répertorie l'identité des associés et le nombre de parts et les numéros des parts qu'ils détiennent. Et puis qui enregistre les mouvements de parts quand on a des cessions. Voilà, donc ces parts sociales, elles confèrent un droit de propriété sur la société et puis un certain nombre de droits et obligations, certains étant proportionnels, d'autres étant inconditionnels. Voilà ici une liste des droits des associés, donc bien sûr le droit au bénéfice. Tout ce que je vous dis n'est pas propre au SCI, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés, donc le droit au bénéfice, le droit aux réserves, étant bien entendu que dans les SCI, il n'y a pas de réserve légale, alors qu'il y en a dans les sociétés commerciales. Le droit, vous connaissez le droit qui est un peu théorique au boni de liquidation, puisque ce boni de liquidation se rencontre assez rarement, hein. Ça suppose qu'on mette en liquidation la société et que il reste quelque chose au moment où elle est en liquidation. Le droit de reprise des apports également, hein, au moment où la société prend fin. Très important, le droit de participer aux décisions collectives et le droit de voter, deux droits qui sont distincts, hein, je crois que j'en reparlerai un peu plus tard. Éventuellement, le droit préférentiel de souscription, si il y a une augmentation de capital et si ce droit est reconnu par les statuts, puisqu'il n'existe pas au plan légal dans les SCI. Le droit d'être informé sur la vie sociale, sur les documents comptables, le droit à être éligible, par exemple, aux fonctions de gérant, le droit d'agir en justice contre les dirigeants, contre la société, voilà. Et puis, on va en parler également longuement, le droit de céder ses actions et on verra quelles sont les clauses qui peuvent venir contredire ce droit de céder, à savoir les obligations de céder, des clauses d'exclusion ou des interdictions de céder, par exemple des clauses d'inaliénabilité ou les clauses de restriction de cession, qu'on appelle les clauses d'agrément. Voilà, une question qui se pose assez souvent en matière de SCI, c'est la question de savoir si un associé, du fait qu'il est justement titulaire de part sociale, a un droit acquis à utiliser les biens qui sont propriétés de la SCI. De manière plus concrète, une SCI est propriétaire d'un immeuble. Est-ce que le fait d'être associé de la SCI vous donne le droit d'occuper l'immeuble? Alors, il y a une grande règle, hein, c'est que en fait, l'associé n'est pas propriétaire de l'immeuble, il est propriétaire des parts et c'est la SCI qui est propriétaire de l'immeuble. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce qui veut dire, hein, je vous l'ai marqué en rouge, que la qualité d'associé ne donne absolument pas un droit de jouissance sur l'actif social. Par contre, la situation est fréquente, hein, bien sûr, à savoir que assez souvent, on a des associés ou leurs enfants ou les membres de leur famille qui utilisent, hein, qui logent dans des appartements ou maisons qui sont propriétés de la SCI. Et cette occupation doit être autorisée, pas nécessairement rémunérée, hein, il n'y a pas nécessairement un loyer, mais par contre, il faut une autorisation. Donc, soit c'est prévu par les statuts, soit l'Assemblée des associés l'autorise, et éventuellement,
ça fait l'objet d'une convention avec ou sans loyer. Voilà. Et si jamais la mise à disposition est gratuite, et si la société, la SCI, a opté pour l'impôt sur les sociétés ou si elle relève de l'IS, il y aura des conséquences fiscales. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, ici je vous ai mis, vous prendrez le temps de le lire, un arrêt qui précise bien que vous voyez, que le fait d'autoriser un associé à occuper un bien dans la société propriétaire, c'est pas le gérant qui peut en décider seul, hein, mais qu'il faut que ce soit l'Assemblée générale qui le décide, sauf bien sûr à ce que ce soit prévu directement dans les statuts. Donc c'est quelque chose, c'est un point d'attention assez important. On a trop souvent tendance à considérer que quand on est associé d'une SCI, on a un droit à utiliser les biens. Non, c'est totalement faux. Voilà, quelles sont les obligations des associés? Ben, finalement, il y a des obligations importantes, mais quand vous regardez la liste des obligations, elle est quand même plus réduite que la liste des droits. Donc, bien sûr, quand on a promis un apport, il faut le fournir. Quelque chose qui est particulier dans les sociétés civiles, c'est qu'on a une obligation de contribution aux pertes qui est une obligation indéfinie, c'est-à-dire que les associés peuvent être amenés à payer le passif social sur leur patrimoine personnel. Attention, c'est une obligation qui n'est pas solidaire, à la différence des sociétés en nom collectif, qui est simplement conjointe. Voilà. Les associés doivent aussi s'abstenir d'avoir une attitude concurrentielle hein, par rapport à la société, mais la notion de concurrence en matière de SI est plutôt moins importante qu'en matière commerciale. Voilà, respecter les statuts et, cas échéant, s'il y a une violation des statuts ou s'il y a des comportements qui sont nuisibles aux intérêts de la société. Et si une clause le prévoit dans les statuts, on peut envisager d'exclure un associé, uniquement si une clause le prévoit. Je vous fais, je crois en avoir déjà parlé un petit peu en cours, on a même fait un petit exercice, un petit topo sur l'obligation à la dette. Donc cette obligation à la dette, elle est ici indéfinie et non solidaire, hein, ce qui veut dire que, par exemple, si j'ai 20% du capital, je peux être tenu de payer 20% du passif. Mais attention, c'est 20% du passif sans limitation de montant. Hein. Voilà, ça peut être des millions d'euros alors que je n'ai apporté que quelques centaines ou milliers d'euros. Il y a en sus de ça une obligation de vaine poursuite contre la SCI, ce qui veut dire que le créancier ne peut pas directement demander le paiement de la dette aux associés. Il doit d'abord poursuivre la SCI et ce n'est que si ces poursuites sont vaines, c'est-à-dire en clair si on a fait saisir les biens de la SCI et que ça ne suffit pas à désintéresser le créancier, que on pourra agir contre les associés. Donc, c'est-à-dire que le créancier doit justifier qu'il a mis en œuvre un certain nombre de diligences, c'est que le patrimoine de la SCI n'y suffit pas. Voilà, par exemple, des saisies qui sont infructueuses, et uniquement à cette condition-là, le créancier pourra donc attaquer le patrimoine personnel des associés. Donc, en quelque sorte, l'associé est un débiteur qui est subsidiaire, hein, qui vient en second rang par rapport à la SCI. Alors, comment est-ce qu'on cède des parts de SCI maintenant? Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, d'abord, on va devoir se mettre d'accord entre le cédant, celui qui cède, et le cessionnaire, hein, celui qui achète, se mettre d'accord sur le prix. Ensuite, on devra passer un acte écrit, donc il sera soit un acte authentique hein, par notaire, mais ça n'est jamais une obligation, soit un acte sous seing privé. Voilà, avec bien sûr des conditions suspensives qui peuvent être mises relatives à l'obtention d'une autorisation, l'obtention d'un prêt, etc., etc. Cet acte doit être notifié, enfin signifié à la SCI, ce qui va, dans certains cas, déclencher une procédure d'agrément. Et puis, voilà, il faudra publier la cession au registre du commerce et procéder, si cela est nécessaire, hein, à une déclaration de bénéficiaire effectif qui est modificative, notamment si la cession doit faire franchir un seuil de 25% du capital ou des droits de vote à un nouvel associé. Le cas échéant, modification des statuts, si cela doit être prévu, et puis la cession des parts au plan fiscal va générer d'abord d'un côté le paiement des droits d'enregistrement hein, au taux de 5% environ, un tout petit peu plus de 5%, et puis s'il est exigible, la taxation sur les plus-values, donc une taxation sur la différence entre le prix d'acquisition de souscription des parts et le prix de cession des parts au moment de l'acte. Alors, deuxième partie extrêmement importante sur les clauses statutaires qui peuvent régir les rapports entre associés, autour de quatre questions. Est-ce que je vends à qui je veux? Est-ce qu'on peut me forcer à vendre? Est-ce qu'on peut m'interdire de vendre? Et est-ce que je peux quitter la SCI quand je veux?
Voilà. Alors là, ça pose la question de quatre types de clauses, hein. D'abord, la clause d'agrément. Vous voyez, je l'ai schématisé ici, la clause d'agrément. A est associé, veut céder à B. On a ici un organe de contrôle, hein, qui généralement sera la collectivité des associés. Donc, le cédant devra notifier son projet de cession à cet organe de contrôle, donc à la société. Voilà, et donc la société décidera soit d'agréer le cessionnaire, hein, donc ça, elle donnera un feu vert à la cession, soit elle refusera, et il faudra trouver une solution pour que quelqu'un rachète les parts du cédant. On peut trouver également des clauses parfois de préemption. A souhaite, c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve de manière obligatoire hein, dans les statuts d'une SCI, mais ça peut être parfaitement mis dans les statuts d'une SCI ou dans un pacte parallèle au statut. Donc comment ça fonctionne? A veut céder à B et A parallèlement est engagé par un mécanisme de préemption avec un bénéficiaire qui va être généralement un autre associé. Voilà, ce qui veut dire que si A entend céder à B, il faudra d'abord que A propose au bénéficiaire, donc de la préemption, d'acheter les actions. Et c'est seulement si le bénéficiaire décide de ne pas exercer son droit de préemption que A pourra céder à B. Voilà, c'est un mécanisme qui est très, très fréquent. Hein. Préempter, on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire acheter par préférence et acheter avant. On peut parfois rencontrer, on va voir quelle est leur validité, des clauses d'inaliénabilité. C'est un mot qui est compliqué à prononcer. Il y a des clauses qui vont interdire à un associé, pendant un certain temps, par exemple, de céder ses actions soit à certains, soit à toute personne. Voilà, donc c'est des clauses qui vont figer le capital social. Un mécanisme important dans les SCI, je vais en reparler un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle les clauses de retrait. Alors le retrait, c'est la sortie volontaire, c'est-à-dire je suis associé et je veux partir. Voilà, et même si j'ai pas trouvé d'acheteur, je veux partir et donc je frappe à la porte de la SCI et je dis à la SCI, maintenant je m'en vais, il faut me racheter mes droits. Et en fonction de comment les clauses statutaires sont rédigées, le cédant, hein, le retrayant aura un droit inconditionnel à pouvoir se retirer de la société, ce qui, encore une fois, va impliquer que la SCI, lui, rachète ses parts. Donc, ça implique que la SCI puisse financer le retrait. Enfin, on va se poser la question de la validité des clauses d'exclusion, et là, c'est exactement l'inverse de la clause de retrait. La clause de retrait, c'est une sortie volontaire. La clause d'exclusion, c'est une sortie forcée. Donc, a commis, par exemple, des faits qui sont répréhensibles hein, d'après les statuts, ou A agi en violation des statuts. Et donc A va être obligé, alors qu'il ne le souhaite pas forcément, de céder ses actions, ses parts, pardon, j'ai dit des actions, c'est des parts sociales à soit à la SCI, soit à un cessionnaire qui va être désigné. Donc c'est une sortie qui est forcée. C'est pas une spoliation hein, au sens où la valeur des parts sera bien évidemment payée. Alors, regardons maintenant une par une ces clauses. Les clauses d'agrément, elles sont réglementées de manière très précise par le Code civil, hein, article 1861. Donc, on a ce que dit l'article 1861, donc on a des prescriptions légales, et puis on a des marges d'aménagement statutaire. Le principe, sauf clause contraire, c'est que toutes les cessions doivent être agréées, hein, c'est-à-dire que les cessions ne sont pas libres, sauf celles entre ascendants et descendants, qui, elles, par principe, sont libres. Et le deuxième principe, c'est que l'agrément est donné à l'unanimité, hein, ce qui est une clause assez stricte et quelque part un petit peu dangereuse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les statuts qui viennent aménager ce principe d'agrément de toutes les cessions, sauf ascendant, descendant, et ce principe d'unanimité? D'abord, on peut trouver effectivement un durcissement de la clause, hein, c'est-à-dire qu'on peut prévoir dans les statuts d'une SCI que toutes les cessions, quelle que soit la qualité du cessionnaire, seront soumises à agrément. Voilà, on peut en sens inverse assouplir la règle. Voilà, on peut dispenser d'agrément, par exemple, les cessions entre associés ou les cessions à un conjoint. Et puis, on peut bien sûr assouplir la règle en fonction de laquelle l'agrément est donné, c'est-à-dire la règle d'unanimité, par exemple en stipulant que l'agrément sera donné à la majorité ou que l'agrément sera donné par le ou par les gérants. Voilà, donc on a des marges possibles. Hein, je vous ai mis ici ça dans un tableau. Voilà ce qui est dans le silence des statuts et voilà ce qui est possible en application d'une clause statutaire. Donc si on cède à des tiers, de toute façon, des tiers, c'est des personnes qui ne sont ni de la famille,
ni conjoints, ni déjà associés, donc des personnes qui sont totalement extérieures à la société. Dans tous les cas, l'agrément est requis. Vous voyez, cession à des tiers et les clauses statutaires ne peuvent pas déroger à ça. Cession à un associé, une personne qui est déjà associée, vous voyez que c'est un peu moins dangereux, il est déjà dans le cercle de la société. En principe, l'agrément est requis, mais par une clause statutaire, on peut le rendre libre. Voilà, cession à un conjoint, l'agrément est requis, mais on peut le rendre libre par une clause statutaire. Cession à ascendant-descendant, hein, c'est-à-dire parents et enfants, schématiquement. Dans la loi, le Code civil, la cession est libre, mais les statuts peuvent durcir et donc on peut rendre l'agrément obligatoire. Et puis, sur les conditions d'agrément, dans le silence des statuts, c'est l'unanimité, ce qui, encore une fois, est assez exigeant. Une seule personne peut s'opposer. Et donc, dans les statuts, on peut prévoir, c'est très fréquent, un agrément à la majorité, voire un agrément par une décision du ou des gérants. Voilà, vous avez ici ensuite la procédure d'agrément. Hein, donc, évidemment, pour que la société puisse se prononcer, il faut que la société soit informée hein, du projet de cession et notamment de qui est envisagé comme cessionnaire. Donc, on va devoir notifier à la société par lettre recommandée, voire par exploit d'huissier, on va dire aujourd'hui commissaire de justice. Le principe, c'est que si la société ne se prononce pas pendant 6 mois, l'agrément est réputé acquis et les statuts peuvent réduire ou augmenter ce délai de 6 mois, voilà, avec un minimum de 1 mois et un maximum de 1 an. Donc c'est le principe silence vaut acceptation pendant 6 mois. Encore une fois, ce délai de 6 mois étant possiblement réduit ou augmenté hein, par les statuts. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de refus d'agrément? Eh bien, en cas de refus d'agrément, le cédant ne peut pas rester prisonnier hein, de sa participation dans la SCI. Et donc, il va falloir que les associés qui lui refusent l'agrément de son cessionnaire lui trouvent une solution, en quelque sorte. Donc, soit c'est eux qui vont racheter en proportion de leur part dans le capital, hein, dans mes diapositives, c'est toujours le capital. Hein. Soit les actions, les parts, pardon, vont être, excusez-moi hein, si je dis actions assez souvent, mais bon, après c'est un peu hérétique de dire ça. Le vrai terme, c'est part sociale, les droits sociaux, si vous préférez. Soit le rachat va se faire par un tiers qui va être désigné par la société et qui lui sera agréé, ou alors c'est la personne morale, la SCI elle-même, qui va racheter les parts en vue de les annuler, puisque la SCI ne peut pas détenir ses propres parts, donc elle va les annuler, et donc ça va réduire d'autant le capital social de la SCI. Voilà. Bien évidemment, hein, dans la grande majorité des cas, quand il y a refus d'agrément, il y a des difficultés à s'entendre sur le prix des parts sociales. Et donc, régulièrement, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, il faudra en justice ou à l'amiable nommer un expert qui essaiera de mettre les parties d'accord hein, sur la valeur des parts qui vont être cédées et dans le cas échéant, qui fixera donc cet expert lui-même la valeur des parts. Voilà, je passe sur cette diapositive hein, que vous pouvez lire sur la dématérialisation des formalités de dépôt. Voilà, c'est le dépôt de l'acte aujourd'hui peut se faire par voie électronique. Les clauses de préemption, j'en ai parlé. Alors, les clauses de préemption, normalement, voilà, sont prévues par le Code civil, mais uniquement en cas de refus d'agrément, ce qui veut dire que si vous vouliez, par exemple, céder vos parts à un tiers, si la société refuse, les autres associés ont, en proportion de leur participation, un droit de préemption. Ils peuvent tous racheter les parts que vous ne pouvez pas céder au tiers, mais ce rachat se fait en proportion de leur participation. Par contre, on peut également, dans les statuts, avoir une clause de préemption statutaire hein, au profit d'un tiers et qui soit, le cas échéant, non proportionnelle. Voilà, donc là, il y a une liberté totale dans les statuts sur la clause de préemption, sur son champ, ses modalités d'exercice, le cas échéant sur le prix d'exercice. Alors, quid des clauses d'inaliénabilité? Est-ce que c'est possible ou pas? Vous savez peut-être que ces clauses d'inaliénabilité sont valables dans les SAS, mais on n'est pas dans une SAS justement, et les textes sur la SAS, par définition, ne s'appliquent pas aux sociétés civiles immobilières. L'inaliénabilité, il faut bien se souvenir que c'est une atteinte importante au droit de propriété, et elle n'est pas prévue par les textes. Et donc, éventuellement, certains auteurs, hein, la doctrine, pensent que ces clauses sont valables à condition qu'elles soient temporaires.
Alors, temporaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de mon point de vue, ne pas dépasser quelques années, peut-être 5 à 10 ans grand maximum, mais même 10 ans, c'est beaucoup, et à condition aussi, hein, de manière cumulative, que ces clauses soient justifiées par un intérêt sérieux et légitime. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi on rend les parts inaliénables. Voilà. Mais il n'est pas du tout acquis, hein, que cette inaliénabilité statutaire soit possible dans les SAS. Par contre, les clauses de retrait dont on a rapidement parlé tout à l'heure, elles sont prévues, hein, dans les sociétés civiles. C'est même d'ailleurs la société civile est la seule société dans laquelle le retrait existe légalement. Voilà, en application de l'article 1869, regardez, hein, ce texte prévoit que un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société. Alors, de quelle manière? Ben, soit dans les conditions prévues par les statuts, soit avec une autorisation unanime des autres associés. Et si jamais il n'y a rien dans les statuts et qu'il n'y a pas d'autorisation unanime, l'associé peut quand même saisir le juge et essayer de convaincre le juge qu'il y a des justes motifs de retrait et donc demander à ce que le retrait soit ordonné en justice. Voilà, donc soit dans les statuts, hein, ce qu'on peut trouver parfois, ça dépend de la manière dont les statuts sont rédigés, soit par accord des autres associés, soit on va au tribunal et on demande, par exemple, pour des motifs personnels ou en cas de mésentente entre associés, on peut demander à la justice de ordonner le retrait. Voilà, et donc quand un associé se retire, ça veut dire qu'il faut lui rembourser la valeur de ses parts sociales. Voilà, et donc c'est toujours pareil. La question, ça va être de s'entendre sur la valeur et sur le prix de ce remboursement. Et donc, si on n'y arrive pas, on devra donc demander la nomination d'un expert, hein, sur la base toujours du même texte du Code civil, l'article 1843-4. Je vous ai mis ici, hein, quelques exemples de jurisprudence de juste motif de retrait en justice. Voilà. Donc vous le regarderez ici. Voilà. Également cet arrêt de 2015 sur une séparation entre concubins. Voilà sur les justes motifs de retrait. Quand vous rédigez une clause de retrait, hein, on pourra peut-être s'entraîner à le faire, il faut prévoir un certain nombre de choses. Le motif du retrait, hein, ou alors éventuellement un retrait sans motif, hein, inconditionnel. Surtout très important, prévoir une durée de préavis. Combien de temps avant le départ doit-on avertir, un peu comme quand on rompt un contrat de travail par une démission. Voilà, qui va autoriser le retrait? Est-ce que ce retrait doit être autorisé? Est-ce qu'il est inconditionnel? Qui va racheter les parts et le prix? Voilà, donc il y a dans ce type de clause effectivement beaucoup de choses à prévoir. Vous avez ici, vous prendrez le temps aussi de le regarder, un arrêt sur les effets du retrait. Alors non pas dans une SCI, mais dans une société civile professionnelle, ça ne change pas grand-chose, hein. Notamment, il y a fréquemment dans les contentieux sur le retrait un décalage temporel assez important entre le moment où le retrait est signifié et le moment où les parts sociales sont remboursées. Il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc la question, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on perd la qualité d'associé, à quel moment est-ce qu'on perd son droit au bénéfice. Et ce que dit cet arrêt, c'est très important, c'est que les bénéfices sociaux sont dus jusqu'au remboursement complet des parts. Donc, ce qui met fin en quelque sorte au droit des associés, c'est le remboursement complet et non pas la date à laquelle le retrait a été signifié à la société. Alors, est-il possible de prévoir dans les statuts des clauses d'exclusion? Écoutez, ça dépend de la manière dont les statuts sont rédigés, mais la réponse est plutôt oui, sachant que ces clauses, elles sont là aussi dans les textes du Code de commerce sur les sociétés par action simplifiée. On va parfois trouver ces facultés d'exclusion dans les textes réglementaires relatifs à certaines professions, hein, réglementées dans le cadre des SCP. Voilà, c'est des clauses qui sont très utiles, hein, notamment quand on va avoir des conflits entre associés, ou si on a un divorce au sein d'une SCI constituée par un couple. Voilà. Et donc, vu que le Code civil ne prévoit pas ces clauses d'exclusion, la question c'est de savoir si la jurisprudence les valide. Et aujourd'hui, la jurisprudence, je vais vous montrer un arrêt, semble en tout cas regarder ces clauses d'exclusion de manière plutôt positive et semble laisser entendre qu'elles sont valables, hein, à condition bien sûr que la rédaction soit correcte. Donc on est prévu
un motif d'exclusion, qu'on ait prévu une procédure d'exclusion et qu'on ait prévu ensuite une issue de l'exclusion. Concrètement, comment les parts sont-elles rachetées et à quel prix. Voilà, vous avez ici un arrêt qui parle d'une société civile non pas immobilière, mais une société civile holding sur les clauses d'exclusion et qui, voilà, c'est l'arrêt qui est régulièrement cité hein, comme validant la possibilité d'une clause d'exclusion. Vous avez ici la suite de cet arrêt. Voilà, prenez le temps de le lire, c'est important. Hein. Alors, dans pas mal d'hypothèses, notamment refus d'agrément, préemption, clause de retrait, clause d'exclusion, bah, il va y avoir un transfert de propriété des parts sociales, pas forcément à la personne à laquelle on souhaitait vendre, notamment en cas de refus d'agrément. Et donc, bah, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises dans cette vidéo, on va avoir parfois un problème, un contentieux sur la valeur des parts sociales. Donc, comment est-ce que l'on fait? Ben, on a généralement recours au texte de l'article 1843-4, voilà, que je vous mets ici. Et schématiquement, ce texte prévoit que dans ces hypothèses-là, hypothèses où on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur la valeur des parts sociales, on va nommer un expert, voilà, qui pourrait être par exemple un expert comptable ou un expert immobilier en matière de SCI, et cet expert, désigné soit par les parties, soit par le tribunal, fixera la valeur des parts. Voilà. Sachant que les statuts peuvent en outre imposer à l'expert une méthode d'évaluation des parts sociales. Bon, en matière de SCI, la méthode d'évaluation est plutôt généralement simple et consensuelle. Hein. On prend la valeur due ou des immeubles, on déduit le passif qui est dû par la SCI et puis cette somme hein, qui représente la valeur totale de la SCI, on la divise par le nombre de parts. Voilà. Je termine par quelques mots sur les parts catégorielles. Alors, qu'est-ce que c'est les parts catégorielles? Eh ben, pour ceux qui connaissent les actions de préférence dans la SAS, c'est la même idée, c'est l'idée de d'émettre des parts qui donnent pas forcément les mêmes droits, donc des parts de différentes catégories, certaines donnant plus de facultés, plus de droits, et d'autres donnant moins de droits. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir si ce qui se pratique en application du code de commerce hein, dans les sociétés commerciales, notamment les sociétés par action, pourrait également voir le jour dans les SCI, sachant que, eh bien, il n'y a absolument aucun texte qui le prévoit, mais en même temps, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Voilà. Alors, vous regarderez un petit peu ce que j'écris là-dessus. J'ai fait il y a quelques temps, une dizaine d'années, un article de doctrine hein, sur ces questions-là. Ce sont des questions qui intéressent beaucoup la pratique. L'idée, c'est que cette catégorisation des parts sociales est parfaitement possible dans les SCI. Par exemple, en prévoyant des parts à vote multiple, à droit de vote multiple, hein, donc une part donnant plus de voix qu'une autre, ou au contraire des parts qui ne vont conférer le droit de vote que pour certaines décisions et pas d'autres, ou encore des parts qui vont donner un droit de veto sur certaines décisions, ou des parts qui vont donner le droit d'être consulté, par exemple, sur des décisions. Voilà. Et puis on peut également jouer sur donner des droits financiers supérieurs. Hein. On peut tout à fait prévoir, par exemple, que une part des parts, un associé qui a 20% des parts recevra, je sais pas, 40% des bénéfices, par exemple. Hein. Les seules choses qui sont interdites, je vous les ai mises ici. D'abord, a priori, on ne peut pas supprimer le droit de vote dans une SCI à une part, donc on ne pourrait pas émettre de part sans droit de vote. Voilà. On ne pourrait pas émettre de parts qui interdisent totalement le droit de participer donc aux assemblées générales. Voilà. Et puis on ne pourrait pas émettre de parts qui ne donneraient absolument aucun bénéfice social ou à l'inverse des parts qui donneraient tous les bénéfices sociaux. On appellerait ça, vous connaissez cette expression, une clause léonine. Voilà, donc il est tout à fait envisageable de mettre en place des parts catégorielles. Je vais maintenant aller sur vous me donnez juste 30 secondes, je vais aller donc sur le focus.
Et voilà donc le petit focus que j'ai intitulé Comment rédiger une clause d'exclusion. On a vu que ces clauses d'exclusion, a priori, étaient tout à fait valables dans les SCI, mais par contre, le diable est dans les détails, comme on dit, et donc il faut correctement rédiger ces clauses d'exclusion. Et voici donc quelques conseils en 4 points pour rédiger une clause d'exclusion dans une société civile. D'ailleurs, ce que je vous dis est tout à fait applicable à d'autres formes de société également. Alors, d'abord, il faut se référer à un événement générateur, c'est-à-dire une cause d'exclusion, en faisant attention, hein, si on est trop précis dans les causes d'exclusion, on risque de ne pas couvrir une situation, on risque de créer des trous dans la raquette, et si on est trop vague, au contraire, on va multiplier les risques de contentieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ben, activité concurrente, mais je vous le disais, c'est quelque chose qui a peu d'application, à mon sens, dans les SCI. Très intéressant, on peut trouver aussi des clauses d'exclusion pour désintérêt ou opposition. Voilà, un associé ne vient jamais aux assemblées générales ou systématiquement s'oppose aux décisions qui sont proposées sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Si le gérant est associé et qu'il est révoqué, ça peut être aussi une cause, pardon, d'exclusion dans la société. Donc, vous étiez gérant et associé, ou alors, par exemple, vous étiez salarié et associé, hein, ce qui est possible, et vous êtes licencié, et donc bah, à ce moment-là, on ne souhaite pas que vous restiez comme associé. Vous êtes condamné pénalement, par exemple aussi, voilà. Ou alors vous avez perdu la qualité d'associé dans une autre société avec laquelle votre SCI a un lien. Par exemple, vous avez des professions libérales réglementées qui sont associées pour leur clientèle dans une SCP et pour leur bâtiment dans une SCI. Bah, si une personne cesse d'être associée de la SCP, il peut sembler normal, en tout cas intéressant, qu'elle quitte également la SCI, donc auquel cas il faut le prévoir par une clause. Donc ça, c'est l'événement générateur, c'est très important. Deuxième chose, deuxième point, il faut prévoir la procédure d'exclusion et notamment la jurisprudence. Bah, dans l'arrêt que vous avez vu, Finamag hein, de 2012, la jurisprudence insiste fortement sur le respect des droits de la défense, c'est-à-dire la possibilité d'abord pour l'associé exclu dont l'exclusion est envisagée d'être informé de ce qu'on lui reproche et la possibilité pour lui de pouvoir faire valoir hein, sa défense. Voilà. Donc, dans la clause, il faut prévoir quel est l'organe qui va prononcer l'exclusion, dans quelles conditions, hein, est-ce que c'est un vote à la majorité, voilà. Et puis surtout, la jurisprudence depuis 2007 affirme de manière très très forte que l'associé dont l'exclusion est envisagée peut prendre part au vote. On ne peut pas lui supprimer son droit de vote parce qu'il est concerné par l'exclusion. Donc, un associé qu'on envisage d'exclure, eh bien, ça paraît un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Il faut qu'il puisse voter sa propre exclusion. Alors ensuite, il viendra voter ou pas. Et généralement, s'il vote, il votera contre son exclusion. Hein, mais c'est obligatoire et une clause qui prévoirait l'inverse serait invalidée hein, de manière assez claire. Ensuite, ben, la clause d'exclusion devra prévoir le prix auquel les parts seront rachetées. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo principale, dans la présentation principale. Donc trois possibilités. Hein, un renvoi à un prix à dire d'expert, hein, en application de 1843-4 du Code civil, la possibilité de fixer directement les modalités de détermination du prix dans les statuts, voilà, ou bah, avoir dans les statuts aussi une clause, c'est assez proche de ce que je viens de dire, une clause de méthodologie, ce qui explique la méthode, mais en prévoyant que cette méthode sera appliquée par l'expert qu'on nommera en application de 1843-4. Voilà, donc tout est absolument possible. Est-ce qu'on pourrait prévoir directement dans la clause le prix de rachat? Ça n'est pas interdit, mais ça serait par contre tout à fait dangereux hein, de prévoir le prix de rachat parce que bah, tout simplement, si les actions valent moins, bah, ça veut dire que on les paiera plus cher, et si les actions valent plus, ça veut dire que l'acquéreur fera une bonne affaire. Donc c'est pas conseillé de fixer comme ça une fois pour toutes un prix en euros ou dans la monnaie que vous voulez. Voilà, c'est pas du tout une bonne idée. Hein. Il vaut mieux prévoir des modalités en disant, bah, par exemple, les parts seront rachetées sur la base de la valeur vénale de l'immeuble, sous déduction du passif dû par la SCI au jour de la cession. Ça, c'est une méthode qui est
beaucoup plus validé. Voilà. Et enfin, quatrième et dernier point, bah, il faut prévoir de la coercition et une sanction si jamais l'exclu ne souhaite pas céder. Je vous rappelle que l'exclusion, c'est pas une saisie. On peut pas aller voir un huissier en lui disant, bah, il y a une clause d'exclusion, on vous demande de saisir les titres. Ça ne vaut absolument rien. Et donc, l'exclusion va nécessairement passer par un moment où l'exclu va devoir accepter de signer l'acte de cession. La question, c'est s'il ne souhaite pas signer alors que bah, les statuts l'y obligent, comment est-ce qu'on peut le forcer, en tout cas au moins essayer de l'inciter très fortement. Il y a deux possibilités, hein. D'abord, on peut mettre une clause pénale, c'est-à-dire stipuler dans les statuts que bah, chaque jour où il ne cédera pas, il devra tant d'indemnités à la société ou à tel associé, plutôt à la société, hein, donc une sanction pénale en quelque sorte, enfin pénale, financière, pardon, qu'on appelle une clause pénale, hein. C'est pas une sanction pénale, pardon. Également, ce qu'on voit dans les SAS, c'est une suspension des droits de vote tant que les parts sociales ne sont pas cédées. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de l'imaginer dans une SCI parce que le droit de vote est un droit un peu sacré et je ne suis pas certain que l'on puisse y porter atteinte. Mais voilà, c'est des choses en tout cas qu'on peut envisager de mettre dans les statuts d'une SCI. Merci beaucoup pour avoir suivi ce cours donc sur les parts sociales, hein, qui est un cours tout à fait important et je vous dis à très vite.